pin-up, trop bien, j'adore les pin-up, trop beau ton style pin-up. Pin-up, un mot qu'on entend 50 fois par jour quand on est fan de vintage. Mais qu'est-ce que c'est en fait, une pin-up? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Moi j'aime bien commencer par le début. Les femmes sont depuis la nuit des temps les muses des artistes. Dessinateurs, peintres, sculpteurs, la beauté féminine est un sujet de prédilection dans l'art, mais vous vous en doutez bien, on n'appelait pas ça des pin-up. Pas encore. Au 19e siècle est née celle qu'on peut considérer comme la toute première pin-up. La Gibson Girl, créée par le dessinateur américain Charles Dana Gibson dans les années 1890, une image d'une femme américaine idéale. On verra d'ailleurs que le concept de la pin-up, c'est quelque chose de très américain. Elle est non seulement belle avec un physique représentant les idéaux de l'époque, mais c'est aussi une femme de caractère, sûre d'elle et active. Pour le physique, la taille de guêpe, une poitrine généreuse et des hanches marquées, et pour les vêtements, toujours habillée à la dernière mode. C'est ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle femme, plus indépendante que la génération précédente. Bon après, pas trop quand même, hein. La Gibson Girl n'est pas une suffragette non plus, faut pas abuser, hein. Les dessins de Gibson représentent donc cette femme idéale, parfaite et inatteignable, en train de faire diverses activités, notamment sportives, tout en étant féminine. Ces dessins étaient diffusés dans le magazine Life et pour la première fois, les hommes pouvaient découvrir un idéal fictif sur lequel fantasmer. Le style Gibson Girl est même devenu une mode à l'époque et les femmes imitaient les coiffures et les tenues des dessins, quitte même à parfois passer par Photoshop édition 1900. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Elles inspiraient aussi de la personnalité que dégage cet idéal pour gagner en indépendance. Gibson dessinait à partir de modèles. Un grand nombre de femmes se bousculaient pour poser pour lui, et il a eu des modèles célèbres comme Evelyn Nesbit, mais il s'est également inspiré de sa propre épouse, Irene Langhorne. Après tout, c'est une représentation de toutes les femmes en une seule, pas une personne en particulier. La Gibson Girl est sûre d'elle, belle et indépendante, tout en restant socialement acceptable. Retenez bien cette notion de socialement acceptable, c'est important pour la suite. Elle avait un compagnon d'ailleurs, le Gibson Man, mais il n'a pas eu autant de succès qu'elle. C'est un peu l'ancêtre de Ken, le mec dont tout le monde se fout, mais on sait juste qu'il existe et c'est déjà pas mal. Que répondez-vous aux gens qui disent que vous n'êtes rien de plus que l'accessoire attitré de Barbie? Bon, ça suffit, d'accord, l'interview est terminée. Ce truc, c'est vraiment pas cool, mec. À la fin de la Première Guerre mondiale, les idéaux ont changé et la gentille Gibson Girl avec ses beaux vêtements et ses gros chignons a fini par passer de mode. Au début du XXe siècle, on pouvait trouver calendriers, cartes postales et autres dessins dans les journaux qui représentaient des femmes idéalisées. Les gens adorent ça et ça se vend comme des petits pains. Mais on n'appelle toujours pas ça des pin-up. Cependant, certains dessinateurs célèbres dessinaient déjà dans ce style. L'âge d'or ainsi que le terme pin-up en lui-même apparaît dans les années 40. La pin-up, c'est celle qu'on accroche au mur avec une punaise. Pinning up. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles sont absolument partout. Calendrier, publicité, affiches de recrutement militaire, cartes postales que les soldats emmenaient avec eux. Elles sont même peintes sur les vêtements et les véhicules. C'est à ce moment-là qu'arrive la gloire pour les illustrateurs les plus célèbres. Bien sûr, il y en a eu des centaines, hein, mais on va s'attarder sur les plus connus d'entre eux. On commence avec Georges Petty, qui connaît un grand succès déjà dans les années 30. Il travaillait notamment pour la publicité. Celles qui, comme moi, portent de la lingerie de la marque Best Form doivent sûrement connaître son travail. C'est lui qui a dessiné les pin-up Best Form des années 40. Le concept de la pin-up de Petty, c'est ta voisine sexy. On appelle ça la Petty Girl. Elle a des formes, elle a de très longues jambes. Très longues. Comme on n'en aura jamais. Comme la Gibson Girl, on est face à un canon de beauté inaccessible, même si Petty dessinait à partir de vrais modèles, il allongeait volontairement les jambes. Tous les dessinateurs ont leur fantasme hein, et ça se retrouve souvent dans leurs œuvres. C'est d'ailleurs une pin-up de Georges Petty qui est peinte sur le célèbre avion Memphis Belle. Les dessins de pin-up apportaient un certain réconfort aux soldats pendant la guerre. Elles pouvaient leur rappeler leurs épouses ou compagnes qui sont loin d'eux, ou être tout simplement un fantasme de celles qu'ils pourront rencontrer ou retrouver une fois la guerre finie. Les dessins de pin-up sont donc principalement destinés aux hommes, pour les faire rêver, mais comme on a pu le voir avec Best Form, elles sont également destinées aux femmes à travers la publicité, qui pourront y voir un idéal à atteindre. Si aujourd'hui la publicité a tendance à tenter de vouloir représenter la clientèle sous toutes ses formes, sous l'impulsion des mouvements du type body positivisme, à l'époque, la publicité représentait surtout une norme idéale à atteindre qui était dictée par les marques elles-mêmes.
En tout cas, moi j'aimerais bien atteindre un idéal de nombre d'abonnés, alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez la cloche et partagez mes vidéos. Viendra ensuite Alberto Vargas avec ses Vargas Girls. Oui, pour le nom des pin-up, il se cassait pas trop la tête. Après la Première Guerre mondiale, il travaille pour les Ziegfeld Follies à Broadway, où il s'exerce à peindre les courbes des danseuses et autres actrices pour des magazines, publicités et affiches. Il dessinera ensuite des célébrités comme Eddie Lamar ou Marlène Dietrich, car comme Georges Petty, il travaille à partir de modèles. En tout cas, lui, il n'hésitait pas à être réaliste. C'est pour ça que j'ai dû cacher des bouts, sinon YouTube va me brûler. Oui, Vargas, c'est un peu chaud. Sa vision de la pin-up, c'était d'ajouter encore plus de glamour et encore plus de sensualité. Il travaillera d'ailleurs par la suite pour le magazine Playboy. Là, pour le coup, on est sur de la femme réaliste. Ça reste de la pin-up idéalisée, mais moins inatteignable. En parlant de réalisme, je pense qu'il est temps de parler du roi de la pin-up, celui dont tout le monde connaît le nom, et à part si vous vivez sous un caillou, vous avez sûrement déjà vu bon nombre de ses dessins, c'est bien sûr Gilles Elfgren. J'ai d'ailleurs acheté ce petit livre très chouette sur sa vie et son œuvre lors de mon voyage aux États-Unis. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Je vous mets aussi le livre The Art of Pin-Up, un livre plus complet que j'ai malheureusement pas acheté à cause du poids des bagages au retour du voyage. Elfgren décrira sa pin-up comme le visage d'une jeune fille de 15 ans sur le corps d'une femme de 20 ans. Enfin, en tout cas, moi je dirais plutôt le corps d'une femme de 30. À 20 ans, j'aurais bien aimé être comme ça, mais j'en étais encore assez loin. Bref, dit comme ça fait un peu chelou comme concept. Il justifie pas ça par un sexy de la jeunesse, mais il explique que l'innocence du visage sert à tempérer la sensualité du corps. Ouais, allez, admettons, si tu veux. L'important pour lui, contrairement à certains de ses concurrents, c'était d'avoir des corps parfaitement proportionnés. Ses dessins représentent des femmes dans des scènes de vie quotidienne et il travaille principalement pour l'entreprise de calendrier Brown & Bigelow ainsi que des publicités. Ses pin-ups sont des femmes innocentes et maladroites à qui il arrive pas mal d'accidents. En tout cas, elles font jamais rien exprès et elles ne sont pas provocantes. Sa méthode de travail était un peu différente de Vargas et Petty. Il prenait des photos où il plaçait le modèle avant de commencer à faire le dessin. L'une de ses modèles phares, Myrna Hansen, a commencé à poser pour lui à l'âge de 13 ans, bien sûr toujours accompagnée de sa mère. Elle raconte qu'il utilisait une longue baguette pour corriger la posture de ses modèles pour ne pas avoir à les toucher. Le secret du succès d'Elfgren, des textures plus réalistes que jamais, avec des peaux que les hommes pouvaient imaginer toucher. Cette phrase n'est pas de moi, c'est marqué dans le livre. Moi je trouve ça un peu chelou et même un peu malaisant. Même si c'est vrai, la peau est très bien faite. Si vous regardez pas mal de ses dessins, on peut voir des traces de maillot de bain et aussi des détails comme des bourrelets de peau au niveau de la lingerie, ce qu'on trouve dans la vraie vie quoi. La pin-up d'Elfgren est toujours un idéal, mais qui reste atteignable. Une gentille fille teintée d'érotisme, mais innocente et socialement acceptable, qu'on accroche au mur. On ne la cache pas, contrairement à des images pornographiques qui existent elles aussi depuis bien longtemps. Ces images-là restent généralement dans le domaine du privé, mais pas la pin-up. Elle est sexy, mais elle reste sage. Maintenant, j'en vois déjà qui vont dire que ces dessins sont rabaissants parce qu'ils dépeignent tous des femmes minces et que c'est un idéal qui peut créer des complexes. Vous le savez peut-être pas, mais il existe une pin-up ronde. C'est Hilda, créée par l'artiste Duane Byers dans les années 50. Le concept ? Une femme rousse ronde qui assume son corps, représentée dans des situations de la vie courante, avec le côté maladroit qu'on peut retrouver chez Elfgren. Par contre, Byers, contrairement aux autres, a créé Hilda de toutes pièces, en s'inspirant de modèles plus size de temps en temps, mais il n'avait pas de modèle vivant pour ses dessins. Elle a eu sa période de succès, puis a fini par tomber dans l'oubli. Les hommes adorent les pin-up, et les illustrateurs sont principalement des hommes. Ceci dit, il y avait aussi des artistes femmes, même si c'était une minorité. La plus connue d'entre elles, c'est Zoé Mozert. Ancienne modèle pin-up, elle voulait dépeindre de vraies femmes qui avaient chacune leur personnalité. Elle se servait parfois de photos d'elle-même comme modèle. Maintenant, une dernière question reste en suspens quand même. Est-ce qu'il y avait des dessins de pin-up hommes? Alors, oui et non. Il y avait bien des dessins d'hommes, surtout pour des publicités, pour des maillots de bain et autres vêtements pour hommes, mais j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de calendrier d'époque avec des pin-up mâles. Dommage. Mais bon, juste pour le fun et parce que ça manque, de nos jours, le dessinateur David Talaski a remédié à ça en faisant une série de dessins totalement dans l'esprit d'Elfgren, mais avec les Avengers. C'est rigolo et totalement socialement acceptable de les accrocher au mur.
Moi je vois bien la pin-up de Steve Rogers accrochée dans le bureau de Peggy Carter au Shield. Les pin-ups ce sont donc principalement des dessins, mais ça peut aussi être des photos. Parce que la pin-up c'est quoi au final? C'est un concept. C'est une pose, une expression, donc il est tout à fait possible d'avoir des pin-up en chair et en os, comme par exemple un bon nombre d'actrices de l'époque. Marilyn Monroe a fait beaucoup de photos qu'on peut qualifier de pin-up, il y a Betty Page aussi. La pin-up dessinée est anonyme et représente toutes les femmes, mais la pin-up en photo, elle aura un nom et une personnalité. Et au final, n'importe qui peut faire une photo de pin-up, hein, vous ou moi. Justement, c'est ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est une pin-up aujourd'hui? Est-ce que ça existe toujours, sachant que les idéaux de beauté ont bien changé depuis les années 50? Alors oui, le terme pin-up existe toujours, et je trouve que c'est surtout devenu un terme poubelle qui regroupe un peu tout et n'importe quoi. Déjà, il y a tout ce qui est féminin et vaguement rétro. Ensuite, ça peut aller jusqu'à des images pornographiques, parce que ça englobe un peu tout ce qui est sexy, quitte même à oublier le rétro dans certains cas. J'ai en tête le célèbre et controversé site Suicide Girls qui utilise le terme pin-up alternatif sur sa homepage. Ceci dit, on va rester sur le côté rétro-vintage. Le terme pin-up est utilisé aujourd'hui pour désigner les femmes de l'univers de la sous-culture du rockabilly moderne qui s'inspire des musiques et modes des années 40-50. Être une pin-up aujourd'hui, ça signifie plus forcément être modèle ou faire des photos pin-up, mais tout simplement d'avoir ce look alternatif moderne inspiré des modes anciennes et se considérer comme tel. On me dit souvent que je suis une pin-up. Personnellement, je me considère absolument pas comme telle, tout simplement parce que je fais pas partie de l'univers rockabilly. Moi, je suis juste quelqu'un qui aime le style ancien et les vieux vêtements. Mais dans un sens, je peux comprendre que les gens veulent mettre un nom sur le style rétro et que le premier mot qui leur vient à l'esprit, c'est pin-up. Et ils voient ça comme un compliment, ce qui est tout à fait compréhensible. Puisqu'au final, une pin-up, c'est quand même quelque chose de positif. C'est une fille bien qu'on n'aura pas honte de présenter à ses parents. À bientôt pour une prochaine vidéo.